Hazırandayız. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement retient 3 offres de sociétés privées pour gérer les déchets de Beyrouth et ses banlieues. Le ministre de l'Environnement se félicite de grands progrès accomplis. Un suspect qui pourrait être impliqué dans l'enlèvement de Mark Haj Moussa, arrêté par l'armée libanaise. Isabelle Prime est libre depuis cette nuit. L'otage française de 30 ans, enlevée en février à Sanaa, est attendue ce soir à Paris. Gradin comble à Bétéding où Marcel Khalife a fêté cette semaine les 30 ans du festival. 3 offres ont été retenues par le gouvernement pour gérer les déchets de Beyrouth et de ses banlieues. Il s'agit des sociétés South for Construction, Icône et Lavagette. Le ministre de l'Environnement a révélé cette liste lors d'une conférence de presse au siège du Conseil de développement et de reconstruction. Hamad Machnouk s'est félicité des grands progrès accomplis, et ce alors que jusqu'à présent, aucune société ne s'était portée candidate à l'administration des déchets dans la capitale et ses banlieues. En cause, une clause du cahier des charges qui demandait aux compagnies de trouver elles-mêmes un dépotoir. Le gouvernement s'engage désormais à trouver une décharge dans le cas où les firmes privées n'y parviendraient pas. Je vous rappelle que la première ouverture des plis avait eu lieu en mai dernier. Les régions du Méten, Kessérouane et de Jbeil avaient alors suscité 3 offres, contre une pour chacune des autres régions et aucune pour Beyrouth. Reste maintenant à élire les compagnies privées qui administreront chaque région du Liban. Adopté le 12 janvier 2015 par le Conseil des ministres, le plan national de gestion des déchets divise en effet le pays en 6 zones. Quels vont être le rôle de ces sociétés et ce plan est-il adapté aux besoins du pays? Pour répondre à ces questions, Paul Abirached, président de l'association Terre Liban, est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce qu'on a déjà une idée des techniques que ces sociétés vont adopter pour le traitement des déchets? En fait, le gouvernement a laissé la liberté à ces compagnies de choisir les techniques qu'elles veulent. Donc, elles peuvent choisir l'incinération, elles peuvent choisir l'enfouissement des déchets. Et tout cela, la société civile et les associations écologiques n'acceptent pas ces techniques. Et ensuite, en fait, les 20 ans passés, nous sommes très surpris que, au lieu d'évaluer les 20 ans passés de privatisation au Mont-Liban et de Beyrouth, qui ont causé la décharge de Nari et les dettes sur les municipalités, on est en train de reprendre cette mauvaise expérience et privatiser les déchets partout au Liban. En fait, les associations écologiques dont Terre Liban est membre, le Lebanon Eco Movement, on a déjà refusé toute cette décision numéro 1 du 12 janvier passé de donner la liberté à des sociétés, à des compagnies privées de résoudre notre problème des déchets. Donc vous n'êtes pas favorable à ce plan? Pas du tout, et surtout que les municipalités aussi n'ont aucun rôle. En fait, depuis un an et demi même, les associations écologiques du Lebanon Eco Movement ont présenté une solution durable et écologique au ministre Machnouk, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun dialogue avec nous, et même après cette catastrophe du 17 juillet, on attend toujours. Il n'y a aucun contact avec les associations écologiques pour arriver à une solution. Merci en fait, Paul Abirached, merci d'être avec nous cet après-midi. L'armée libanaise a arrêté un suspect qui serait impliqué dans l'enlèvement de Mark Haj Moussa hier à Mazrat Yashou dans le Mont-Liban. Farhat Ali Ismail aurait été blessé alors que les forces de l'ordre étaient à sa poursuite depuis 3 heures. Mark Haj Moussa, 20 ans, a été enlevé hier matin dans sa voiture au Mont-Liban. L'étudiant à l'université de Balamande avait été intercepté par 2 voitures sur la route de sa maison de Big Faya. Ses ravisseurs ont demandé $1 million de rançon pour sa libération. L'inquiétude monte en Croatie sur le sort de Tomislav Salopek, capturé le 22 juillet alors qu'il travaillait pour l'entreprise française Ardiceis au Caire.
Son père a supplié les djihadistes de laisser la vie sauve à son fils menacé d'exécution par la branche égyptienne du groupe État islamique. Une vidéo mise en ligne il y a 2 jours montre le Croate de 31 ans agenouillé au pied d'un homme cagoulé tenant un couteau. Son ravisseur promet son exécution dans les 48 heures si le gouvernement égyptien ne libère pas des femmes musulmanes emprisonnées. 2 combattants kurdes ont été tués et plusieurs policiers blessés dans une fusillade cette nuit près de la ville de Silopi, dans la province de Sirnak, frontalière avec l'Irak et la Syrie en Turquie. Il s'agit d'un nouvel épisode de violence entre la rébellion kurde et l'armée turque depuis l'attentat sanglant de Sourouj le mois dernier, attribué au groupe État islamique. Le Parti des travailleurs du Kurdistan avait aussitôt répliqué contre les forces de l'ordre turc, accusées de ne pas protéger la population locale. Au moins 230 civils chrétiens et musulmans ont été kidnappés par le groupe État islamique à Al-Qaryatayn, une ville de la province de Homs, conquise mercredi dans la nuit par les djihadistes. Des familles entières qui tentaient de s'enfuir ont été arrêtées par l'OI, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Syrie, les civils font face à une autre menace, celle de gaz chimiques mortels employés contre les populations. L'ONU pourrait mettre en place un groupe d'experts chargés d'enquêter sur les attaques au chlore dans le pays, imputées au régime de Bachar el-Assad. L'Organisation des Nations Unies est réunie aujourd'hui autour de cette question. Après 5 mois de tractations entre les États-Unis et la Russie, chose rare, un accord aurait été trouvé entre les 2 pays sur un mécanisme conjoint d'enquête pour déterminer les lieux et les auteurs de ces exactions. Leïla Saï. Les négociations ont duré plusieurs semaines. C'est finalement en marge d'une réunion officielle à Kuala Lumpur que John Kerry et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont trouvé un accord. Un projet de résolution des Nations Unies pour ouvrir une enquête sur des attaques chimiques en Syrie. Nous n'essayons pas d'obtenir le simple constat que des armes chimiques ont bien été utilisées. Nous voulons aller au-delà et identifier le responsable pour pouvoir demander des comptes. Ce que nous voulons avec cette résolution, c'est la création d'un mécanisme qui nous permettra de le faire. Pendant longtemps, la Russie s'est opposée à ce projet de résolution. Argument invoqué, il n'existe pas de preuve formelle de la culpabilité du dirigeant syrien. La Syrie est censée avoir détruit toutes ses armes chimiques après une résolution du Conseil de sécurité en septembre 2013. Des inspecteurs ont alors été dépêchés sur place pour démanteler l'arsenal chimique syrien. Très vite, le régime de Damas est soupçonné de nouvelles attaques toxiques au chlore. Une information confirmée cette année par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Mais aucun responsable n'est nommé. Impossible donc pour la communauté internationale d'accuser directement Bachar el-Assad. Avec cet accord, Washington et Moscou demandent à l'ONU d'envoyer une équipe d'enquêteurs chargée d'identifier les responsables. Le texte sera présenté ce vendredi au Conseil de sécurité. Au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées, dont de nombreux enfants, cette nuit à Kaboul, dans une attaque au camion piégé en plein quartier résidentiel. Il s'agit du premier attentat commis depuis la nomination du successeur du Mollah Omar à la tête des talibans afghans. Il n'a pas encore été revendiqué, mais il intervient au lendemain d'une série d'attentats sanglants à Kandahar, fief de la rébellion, au sud de la capitale. Au retour de la pause, direction la Norvège qui commémore aujourd'hui les 4 ans du massacre d'Utøya. Isabelle Prime est attendue ce soir à Paris après l'annonce cette nuit de sa libération. La jeune femme sera accueillie par le président français François Hollande et le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. La jeune femme de 30 ans avait été enlevée le 24 février dernier à Sanaa. Olivier Boulanc. Elle est restée 5 mois et demi entre les mains de ses ravisseurs. Mais Isabelle Prime est enfin libre. L'Élysée l'a annoncé cette nuit dans un communiqué. Notre compatriote Isabelle Prime a été libérée cette nuit. Elle rejoindra notre pays dans les heures qui viennent. François Hollande remercie dans son message le sultan d'Oman pour le rôle qu'il a joué dans la libération de la Française. Aucune précision n'est donnée sur les circonstances de ce dénouement. La jeune femme de 30 ans avait été enlevée à Sanaa en même temps que son interprète. Des hommes armés déguisés en policiers les avaient arrêtés alors qu'elles se rendaient à leur travail. Isabelle Prime était consultante pour Ayala Consulting Corporation, la branche américaine d'un groupe spécialisé dans la protection sociale.
Sherine Makawi, sa traductrice, avait été libérée en mars dernier. L'identité des ravisseurs reste aujourd'hui encore mystérieuse. La détention de la Française s'est déroulée avec en toile de fond un conflit meurtrier qui a plongé le Yémen dans le chaos. Est mort aujourd'hui les 4 ans du